On n'a rien à cacher, de toute façon on est un établissement public, on prélève sur de la ressource en eau qui est un bien commun, voilà ce qu'on en fait, voilà où elle va, comment on essaye de la gérer. Bonjour Alice, merci d'avoir accepté cette invitation pour ce tout nouveau format d'interview chez Sinox. On est ravis de commencer avec toi pour parler un petit peu des enjeux de la gestion de l'eau. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Merci à vous. Je m'appelle Alice Vache, j'ai 26 ans. Je travaille pour la FDSH 13, donc c'est une association, la Fédération départementale des structures hydrauliques des Bouches-du-Rhône. C'est une association de lobbying et défense d'intérêts pour les canaux d'irrigation et d'assainissement dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu le plus en détail le rôle de la FDSH, l'accompagnement justement auprès de ces canaux? Donc la FDSH 13, elle a été créée il y a 20 ans à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Et en fait, il y a eu un besoin, un moment, de distinguer les irrigants individuels, les agriculteurs, etc., des irrigants dits collectifs, donc toute la famille des associations syndicales de propriétaires, dans lesquelles tu retrouves les ASA, les ASCO et les ASL. Au niveau de nos missions, on en a plusieurs. La toute première, c'est la représentation de ces structures, qui sont extrêmement petites la plupart du temps. Il y en a beaucoup, elles sont assez dispersées. Donc là, au moins, les différents partenaires institutionnels et services de l'État ont un seul interlocuteur et après on redispatche l'information ou on la fait remonter aussi. On essaie de défendre leurs intérêts, aussi divers soient-ils, les accompagner dans des montages de projets, dans des problèmes administratifs ou de l'accompagnement technique, par exemple aller dans les canaux, voir un peu ce qui se passe et quels sont leurs besoins. Ça représente à peu près combien d'adhérents et c'est quoi un peu le profil des adhérents? Alors, dans le département, il y a une centaine d'ASP. Nous, on a en 2023 63 membres. Donc, ce sont essentiellement des ASA d'irrigation, pour le coup, qui représentent à peu près 50 000 hectares de surface agricole irriguée, ce qui est on va dire, au moins 2 tiers du département. Et ensuite, pour le peu d'associations syndicales d'assainissement, elles représentent quand même 40 000 hectares. Pour ce qui est du profil de ces associations, c'est très varié, mais la majeure partie du temps, ce sont de petites associations où il y a un président, éventuellement une secrétaire et ou un garde-canal. Donc en fait, ils n'ont pas les moyens humains ni financiers de faire tout ce qu'il leur est demandé de faire en termes administratifs, d'innovation, etc. Donc c'est pour ça que nous, on est là pour les accompagner. Et après, il y a d'autres structures qui sont un peu plus professionnalisées, on va dire, qui bénéficient également d'un président, mais d'un directeur, d'une secrétaire ou plusieurs, de un ou plusieurs gardes-canaux. Et on les accompagne aussi, mais dans des projets différents. Quand on parle de gestion de l'eau, ça paraît assez vaste. Si tu devais lister 3 enjeux principaux, selon toi, ça serait lesquels? Alors actuellement, le principal enjeu, c'est un enjeu financier et économique, parce que ce sont de petites structures qui sont souvent gérées par, donc, comme je l'ai dit, un président qui est bénévole, pas avec beaucoup de personnel administratif. Les coûts des travaux sont exorbitants pour des tout petits budgets de fonctionnement, où les gens en fait, connaissent un peu de moins en moins ce qui les entoure, avec l'urbanisation, etc. Donc avoir les financements et pouvoir réaliser des travaux, ça devient presque un métier à part entière. Donc il faut de l'accompagnement et surtout du financement qu'on essaie d'aller chercher un peu partout pour même pas améliorer forcément, mais maintenir le service qui peut être rendu. Ensuite, il y a un enjeu environnemental aussi, au sens large, qui peut être divisé en 2 catégories. L'enjeu climatique, par exemple sur le bassin versant de la Camargue, avec le changement climatique, les sols se salinisent, ils se stérilisent de fait. Donc les ASA, même si elles transportent de l'eau, n'arrivent pas à satisfaire les besoins des agriculteurs. Il y a ce versant-là, il y a le versant sécheresse aussi, où même si on peut avoir de la ressource dite sécurisée, quand tout le monde la veut et qu'il y en a moins, ça devient compliqué aussi. Donc l'enjeu d'accès à la ressource, sachant qu'il y a des solutions qui essaient d'être trouvées parfois, mais qui ne sont pas forcément les bonnes non plus, parce que c'est toutes les questions d'équilibre, donc ça risque de déséquilibrer d'autres choses. Et dans l'enjeu environnemental aussi, il y a ce que j'essaie de promouvoir et de faire comprendre aux partenaires, c'est les services écosystémiques qui sont rendus par les canaux. Outre ceux qui sont classés cours d'eau, quand tu te promènes au bord d'un canal d'irrigation, il y a des arbres, il y a des animaux. Ça participe à la biodiversité, et ce, depuis presque des dizaines de siècles, en fait. Ça a façonné le territoire, et c'est très important de maintenir cet équilibre qui, certes,
et artificielle à la base, mais qui existe et dont tout le monde tire profit maintenant. Et le dernier enjeu, pour moi, peut-être que c'est un peu régional, mais c'est l'enjeu patrimonial. Parce que ce soit dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, on a des ouvrages phénoménaux, des aqueducs, des canaux qui sont là depuis 1500 et quelques. Ils sont arrivés jusque maintenant et il faut les préserver parce qu'on ne pourra jamais refaire des travaux comme ça a été fait à l'époque. Ça fonctionne toujours. Certes, il faut l'améliorer, mais il ne faut pas non plus balayer tout le passé. Donc tes missions et le rôle de la Fédération départementale des structures hydrauliques des Bouches-du-Rhône a l'air quand même assez varié. Est-ce que tu peux quand même essayer de nous donner une journée type de ton travail? Donc une journée type, par exemple pour le mois de mars, je suis dans la période des déclarations à l'agence de l'eau. Donc ce que je fais, c'est que je prends rendez-vous avec les ASA. Ma semaine est assez rythmée comme ça. Je prends rendez-vous en essayant d'avoir une certaine cohérence territoriale pour ne pas courir à droite à gauche. Donc le matin, je vais rencontrer un garde-canal sur l'ASA que je suis censée rencontrer. On va au bord du canal, je relève par ordinateur les sondes qui ont enregistré les volumes qui ont été prélevés durant l'année. Donc ça, je fais ça le matin, on fait le tour du canal, ils me parlent aussi de leurs problématiques, voir comment la saison s'est passée, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travaux, peut-être la saison prochaine suite à la saison. Et ensuite, l'après-midi, je retourne au bureau, donc au domaine du maire à la Salon de Provence. Et soit je traite les données, pour après faire les déclarations. Soit je continue d'autres dossiers que j'ai en attente. Ça dépend vraiment des périodes en fait. Merci. Donc ton rôle est quand même très, très varié. Tu as énormément de missions et de profils différents à accompagner. Jusqu'à présent, je pense que l'ensemble de la collecte de données se fait systématiquement sur place ou avec des instruments qui sont anciens. D'après toi et nos échanges récents, c'est quoi l'avantage de pouvoir maintenant travailler avec Sinox et de collaborer sur des projets? Il y a aussi une volonté en fait de connaissances et d'informations. En 2023, on n'a plus trop d'excuses pour plus avoir d'outils connectés. C'est pas que c'est pas nouveau, mais c'est quand même assez répandu. D'autant que dans les départements voisins, il y a des canaux qui sont extrêmement équipés. Bon, on ne cherche pas à copier ou à tendre vers ça, mais c'est vrai que quand tu as l'information autre que un relevé d'échelle ou ce genre d'information, ou comme je te dis, quand je vais relever et que je me rends compte qu'en fait ça a arrêté d'enregistrer en mai, qu'est-ce que tu fais? Et d'après toi, est-ce que tu pourrais donner des exemples de données qu'il est important de collecter, que ce soit le niveau de l'eau, le débit, la qualité? Est-ce que tu as des indicateurs qui sont pour toi indispensables, que ce soit sur la restitution à l'agence de l'eau ou pour le quotidien des gestionnaires? Alors pour la qualité, on n'y est pas encore confronté. Peut-être que ça viendra, puisque par exemple, quand tu irrigues un champ gravitaire, donc tu l'inondes et au bout il y a les réseaux d'assainissement, sauf que si tu inondes ton champ ça lessive aussi, donc peut-être qu'il y a des produits phytosanitaires qui finissent dans les milieux, donc effectivement peut-être que dans pas très longtemps on devra mettre des capteurs de qualité d'eau. Là actuellement c'est surtout soit des capteurs de niveau d'eau avec une courbe de tarage qui correspond pour avoir les débits et les volumes, soit des capteurs qui sont moins dans la mesure mais dans les mouvements. Je m'explique, en 2022, tu as beau mettre sur l'année qui s'est passée, tu as beau mettre des cadenas sur les martelières, sur plein de choses, tu ne peux pas mettre du barbelé partout. Et les gens, s'ils ont envie de couper ton cadenas et de modifier la martelière, ils le font. Donc, mettre un capteur, par exemple, on-off, je ne sais pas s'il y a un mouvement ou quelque chose, bon, pas le vent, hein, mais qui a une modification qui n'est pas prévue par l'opérateur, qu'il en soit informé. Donc, je pense qu'il y a pas mal de possibilités aussi, auxquels on ne pense pas encore maintenant, mais avec la découverte de certains capteurs, à mon avis, ça pourra répondre à certains besoins. Alice, est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'objet du partenariat un peu plus en détail avec Sinox et qu'est-ce que tu souhaites proposer à tes adhérents via cette collaboration? Alors j'ai connu Sinox du coup via la compagnie de Craponne quand elle a cherché à s'équiper en instruments connectés. Et j'ai beaucoup aimé la taille de l'entreprise, la démarche de Sinox aussi. Et en fait, pour moi, ça me permet de proposer une alternative aux ASA selon leurs projets, puisque actuellement, quand elles avaient des projets d'équipement ou d'automatisation ou de choses comme ça passait par des entreprises qui sont très spécialisées, mais pas tant dans tout ce qui est connectique. Donc là, les ASA peuvent avoir un choix dans les capteurs, puisqu'elles peuvent choisir un capteur qui peut être intégré un peu à la carte, un accompagnement, des choses vraiment très pédagogiques dans les dashboards, dans tout ça.
Et je me dis que c'est quand même assez accessible donc financièrement et pour comprendre et donc proposer aux ASA de mieux connaître leur réseau à moindre coût et tout ça pour améliorer leur gestion. Très bien. Tu as parlé de l'importance de l'IoT pour pouvoir collecter des données en temps réel et pouvoir superviser les canaux à distance. Est-ce que tu as un exemple de canal qui a mis en place ce type d'installation pour superviser son activité? Oui, je ne l'ai pas accompagné, mais j'ai suivi de plus ou moins près l'équipement avec ces instruments de l'ASA Compagnie de Craponne, dont le directeur est Guillaume Casella, qui avait cette volonté, en fait, comme son canal dessert d'autres structures, et beaucoup d'autres structures, de pouvoir à la fois gérer au mieux les prélèvements et à la fois de mieux les répartir. Enfin, de les répartir en tout cas au plus juste. Et ça, il n'y a pas de secret. Les gardes-canaux, ils ne peuvent pas tourner toute la journée en voiture, relever, etc. Sachant que parfois, il y a des gens qui manipulent les ouvrages aussi, alors qu'ils n'ont pas le droit. Donc, équipé en capteur, ça lui permet de tout voir d'un seul coup, d'être beaucoup plus réactif s'il met des notifications, par exemple, je sais pas, de modifications soudaines de mesures. Et il y gagne en efficacité, les gardes aussi. Il y gagne en temps et au moins il a une information la plus globale possible. Et mine de rien, en arrivant à avoir cette information et du coup en gérant au mieux, c'est aussi des volumes qu'on peut ne pas prélever parce qu'on est plus au fait de ce qui se passe par rapport aux besoins sur le terrain. Pouvoir aussi éviter tout ce qui est vol d'eau, qui ont été nombreux là, par exemple sur le réseau de Guillaume. Effectivement, donc en général... Là, comme j'ai été en déplacement, je fais tout un peu à la dernière minute en mars, mais normalement, c'est plutôt en janvier que je relève les sondes. Sauf que oui, ça me prend du temps, à la fois à me déplacer un peu dans tout le département, parce que je fais ça pour une dizaine de gestionnaires. Parfois, j'ai des mauvaises surprises, où ça n'a pas enregistré. Donc, si le garde n'a pas noté à côté, on doit faire une moyenne sur 3 ans, ce qui, pour une année comme 2022, n'est pas du tout représentatif de ce qui s'est passé. Et moi, ça me permettrait de mon ordinateur à la fois de pouvoir extraire les données, de les traiter sans me déplacer, mais aussi pour les gardes s'ils s'équipent d'un téléphone, et s'ils y vont peut-être pas assez souvent, moi de leur dire attention, il se passe ça ici, que ce soit pour la batterie du capteur ou pour d'autres choses, et qu'on puisse être plus fluide comme ça, et avec de l'information en temps réel, parce que il n'y a pas d'excuse pour plus s'équiper, c'est pas nouveau, tous les réseaux qui existent, tous les moyens qui existent. Et ça permet aussi de faire preuve de bonne foi en disant on n'a rien à cacher, de toute façon on est un établissement public, on prélève sur de la ressource en eau qui est un bien commun, voilà ce qu'on en fait, voilà où elle va, comment on essaye de la gérer.